vous êtes aussi sur Question Direct. Bienvenue donc à vous tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Djibril Loé. Djibril Loé est expert consultant en transformation digitale avec plusieurs années d'expérience en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Il travaille aussi sur la finance islamique. C'est ce livre-là qu'il a sorti qui s'appelle Finance islamique en Europe. Ce livre a été traduit en 5 langues pour permettre au peuple européen de comprendre c'est quoi la finance islamique. Lui est aussi spécialiste en intelligence artificielle. Le mot a été lâché, on parle beaucoup d'intelligence artificielle à travers le monde. Les sommets se font un peu partout, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en France, un peu partout. Vous êtes là dans ce cadre de la formation dans l'intelligence artificielle. C'est quoi d'abord l'intelligence artificielle? Ça veut dire quoi? Tout d'abord, merci beaucoup, M. Diop, pour cette invitation et pour me donner l'opportunité de parler d'un sujet aujourd'hui qui est un sujet global. Où on voit qu'il y a quand même un engouement et puis une ruée vers la maîtrise de cette technologie. Donc l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui ce que l'on appelle communément la 5e révolution industrielle. On est passé à travers les 2 derniers siècles par 4 révolutions industrielles, avec la dernière étant l'avènement de l'Internet, des smartphones. Mais aujourd'hui, la capacité de la machine à comprendre le langage naturel, à comprendre les écrits, et même aujourd'hui ici, dans notre pays, à comprendre le Wolof, le Pulaar, le Djola, c'est quelque chose de révolutionnaire. Donc c'est cette capacité qui est conférée aux machines de pouvoir analyser du texte en langage naturel et de pouvoir reproduire un certain nombre de tâches qui vont améliorer la productivité des économies, la productivité des industries, la productivité des individus. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'investissements qui se font. Et donc nous étions la semaine dernière, cette semaine encore une fois, à Hambourg et à Dakar, pour déjà sensibiliser un peu les populations étudiantes, d'élèves, mais également des entrepreneurs et des professionnels sur l'impact que l'intelligence artificielle aura sur leur métier, sur leur profession, et comment ils peuvent l'utiliser au quotidien pour pouvoir améliorer leur productivité. Aujourd'hui au Sénégal, quel est l'impact justement de l'intelligence artificielle sur l'économie sénégalaise? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Alors, pour moi, l'un des impacts les plus importants, c'est l'inclusion des populations au niveau de l'utilisation des outils technologiques. Aujourd'hui, quasiment la plupart des Sénégalais adultes ont un smartphone. Mais également, une bonne partie des Sénégalais ne comprend pas le français, l'anglais ou certaines langues européennes. Alors, la capacité que ces machines vont apporter de pouvoir comprendre le langage naturel des Sénégalais, que ce soit le Sérère, le Pulaar, le Djola, le Mandingue, et de pouvoir le traduire et faire des recherches sur la base du langage naturel, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Ça va permettre à des millions de Sénégalais de pouvoir apprendre plus et de pouvoir s'imprégner beaucoup plus de ce qui se fait dans le monde. Et plus ou moins économique. Qu'est-ce que ça peut apporter au Sénégal? Sur le plan économique, les études aujourd'hui confirment que d'ici 2030, il y a 15 trillions de dollars de productivité qui vont être générés avec l'intelligence artificielle. Alors 15 trillions, c'est 15 000 milliards. C'est-à-dire qu'il y a énormément de professions qui vont aujourd'hui bénéficier de la capacité de la machine à effectuer des tâches humaines. D'accord? Donc ces tâches humaines, ça commence par le fait de tout simplement conduire une voiture. Vous avez aujourd'hui, aux États-Unis, ce qu'on appelle des voitures autonomes, des taxis autonomes. Plus de 100 000 taxis autonomes dans la seule ville de San Francisco. Aujourd'hui, il y a 4 autres villes aux États-Unis qui ont déployé ce système-là. Donc progressivement, on va voir un certain nombre de métiers qui vont être remplacés par une IA. Et c'est aussi bien des métiers manuels que des métiers intellectuels. D'accord? Que ce soit dans le domaine des métiers de loi, il va y avoir la possibilité d'avoir des contrats générés par une intelligence artificielle et qui seront revus par des humains. Donc la place de la machine dans l'économie va permettre de réduire un certain nombre de métiers, mais également d'en créer d'autres, parce qu'il y a un grand nombre de nouveaux métiers qui vont être créés avec l'intelligence artificielle, des métiers qui sont liés à la maîtrise de la donnée. Donc aujourd'hui, la donnée, c'est une valeur cruciale dans l'économie. La maîtrise de la donnée, elle est cruciale. Pour comprendre pourquoi la donnée est cruciale, vous regardez il y a 30 ans, les 10 plus grandes entreprises en capitalisation boursière, c'était des entreprises pétrolières. Parce que le pétrole était à cette époque, on va dire, la commodité qui était la plus demandée dans le monde, à travers
l'utilisation du pétrole pour différents types d'engins et de véhicules. 30 ans plus tard, aujourd'hui, vous regardez quelles sont les 10 plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière. C'est des entreprises du numérique. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Et vous rajoutez les entreprises chinoises, Tencent, Alibaba, Baidu. Donc ces entreprises-là, en l'espace de 20 ans, elles ont réussi à se transformer pour utiliser la donnée et utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en avantage technologique. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un sujet stratégique d'intelligence économique, de maîtriser l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça, comme vous l'avez annoncé en début, aujourd'hui, vous avez des sommets sur l'IA quasiment tous les mois. La semaine dernière, c'était le sommet pour l'action sur l'IA à Paris. En même temps, à Dubaï, ils ont organisé le World Government Summit. Le mois d'avant, c'était en Arabie Saoudite à Riyad. Le mois d'avant, c'était en Corée du Sud. Donc, la discussion sur l'IA, c'est une discussion stratégique, géopolitique, économique, qui va rebattre les cartes de la compétitivité mondiale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une course effrénée dans la recherche sur l'IA. Et c'est là où aujourd'hui, on a une opportunité aujourd'hui au Sénégal de repenser comment on peut utiliser l'IA pour le bénéfice des populations, pour notre économie. Je pense que la compétition mondiale est là, vous l'avez dit, les grands géants du monde se battent pour contrôler cette donnée-là, pour changer l'économie. Mais nous, au Sénégal, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas rater le train d'histoire? Alors, ce que l'on doit faire, je pense qu'il y a déjà un premier aspect qui est lié à l'éducation. Je pense que dans tout domaine, que ce soit l'IA ou d'autres domaines, nous devons former nos jeunes, leur donner les opportunités de pouvoir apprendre les dernières technologies qui permettent au Sénégal d'avoir un avantage économique dans la région, mais sur le plan mondial. Donc, il y a un travail d'investissement sur l'éducation. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande des moyens, non. Des moyens, c'est-à-dire que déjà, s'assurer que sur les filières, je pense qu'on est en plein dedans avec ce qu'on appelle le New Deal technologique que le président est en train de lancer aujourd'hui même. Il y a une nécessité d'investir dans des filières de formation pour que l'on ait de plus en plus d'ingénieurs et de spécialistes de l'intelligence artificielle qui pourront penser comment utiliser l'IA par rapport au contexte sénégalais et africain de façon générale. Parce qu'il faut adapter l'IA au contexte local. Il faut adapter l'IA. Aujourd'hui, l'IA souffre d'un manque de données africaines, sénégalaises de façon générale. Lorsqu'on parle d'une intelligence artificielle, il y a 3 éléments. Vous avez avant tout les données. Donc ces données aujourd'hui, à l'échelle mondiale, elles sont majoritairement des données créées par des Européens, des Chinois, des Américains. Il n'y a pas assez de données créées par les Africains. Donc aujourd'hui, même les IA sont biaisées. Elles n'ont pas assez de connaissances du contexte africain. Le deuxième élément, c'est les algorithmes. Donc les algorithmes, ce sont ceux qui vont analyser le texte en langage naturel, Wolof, Djoula, Pulaar, français, espagnol, et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans cette demande que l'utilisateur a fait. Et enfin, un sujet non négligeable, ce sont les machines. Donc les machines, c'est elles qui exécutent ces algorithmes-là. Donc les données, les algorithmes et les machines, les 3 combinés. Donc sur le plan économique, c'est 3 choses qui doivent permettre tout pays de pouvoir se différencier. Donc créer des données pertinentes, d'accord, optimiser les algorithmes. Vous avez peut-être entendu il y a un mois tout ce débat entre ChatGPT et DeepSeek, qui sont donc 2 acteurs en compétition. Donc ChatGPT qui est historiquement américain, développé par OpenAI, DeepSeek qui est chinois, qui a vraiment rebattu la compréhension du fonctionnement de l'IA parce qu'ils ont juste optimisé leur algorithme de recherche et ils sont arrivés à avoir des résultats aussi performants, voire même plus performants dans certains domaines que ChatGPT. Donc ça remet en question le fait que pour avoir une intelligence artificielle performante, il fallait beaucoup de dépenses en machines, en serveurs. Et donc il y a un travail nécessaire de recherche et développement pour pouvoir vraiment utiliser les données contextualisées à l'Afrique au bénéfice des populations. Et dans ce travail de recherche, qui est fondamental, comme vous l'avez dit avec les Chinois, ce qu'ils ont inventé, on ne voit pas l'Afrique, on ne voit pas la recherche africaine. Tout à fait. Donc il y a aujourd'hui un manque de chercheurs
africains qui vont prendre possession de la technologie et essayer de comprendre dans nos sociétés quels sont les domaines de l'économie où elles peuvent être les plus impactants. Parce que, quoi qu'on dise, hein, on est aujourd'hui dans un défi démographique. Nous sommes à 1,3 milliard d'Africains aujourd'hui. 2050, nous sommes 2 milliards d'Africains. Donc en l'espace de 25 ans, nous allons avoir 700 millions d'Africains qui vont créer du contenu, qui vont également avoir besoin d'un certain nombre d'infrastructures et puis surtout d'une éducation. Et donc l'IA a un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette réflexion stratégique, il ne faut pas s'attendre à ce que les Européens le fassent pour l'Afrique. Il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains le fassent pour l'Afrique. Il est nécessaire qu'il y ait des cerveaux, des experts qui prennent en compte le contexte de l'Afrique pour pouvoir justement utiliser l'IA dans une logique productiviste par rapport au contexte africain. Et quel est le rôle que doit jouer la diaspora comme vous dans cette recherche africaine? Alors, le rôle, c'est effectivement de pouvoir faire des partenariats comme nous l'avons fait cette semaine. Hein. Donc aujourd'hui, nous, on est venu en France avec 2 autres associations, une espagnole et une française qui s'appelle 10 000 codeurs, qui a pour justement vocation de permettre à la jeunesse africaine de se former au métier du numérique. Donc c'est une association avec laquelle on travaille depuis 5 ans pour pouvoir mettre en place des programmes de formation à l'échelle du continent africain pour permettre aux jeunes de comprendre déjà le numérique, le défi du numérique, identifier un certain nombre de compétences sur lesquelles ils peuvent se former et derrière les aider dans leur insertion en trouvant du travail. Vous imaginez, aujourd'hui nous sommes en 2025 et encore une fois, ils disent que d'ici 2030, il y aura un besoin de 230 millions de spécialistes du numérique d'ici 2030 pour pouvoir répondre à la demande des besoins économiques. Parce qu'il y a une digitalisation accélérée de toutes les économies. Oui. Donc cette digitalisation, elle ne peut se faire qu'avec des talents qui maîtrisent les technologies, qui maîtrisent les technologies du web, qui maîtrisent l'intelligence artificielle, qui maîtrisent la cybersécurité, qui maîtrisent, on va dire, tout ce qui est lié à la conception d'applications. Et donc cela, ça passe avant tout par l'éducation. Et on en revient toujours à ce socle fondamental. Oui. Vraiment investir dans l'éducation, faciliter l'émergence de nouveaux instituts d'éducation, de nouvelles filières dans les universités qui vont permettre aux jeunes d'utiliser le numérique dans différents domaines. Ouais. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'informatique, on est en train de parler d'économie quand on parle d'intelligence artificielle. Bien sûr. L'informatique, ça a été le cas il y a maintenant une dizaine d'années. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui comprend le langage naturel, toutes les professions sont impactées. Cela demande de l'économie, demande de l'argent. Mais justement, vous travaillez aussi dans la finance islamique, vous êtes spécialiste. Comment la finance islamique pourrait accompagner l'implantation de l'intelligence artificielle en Afrique? Alors, c'était une très belle transition et je vous en remercie, M. Diop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de finance, il y a toujours ce besoin de financer l'économie. Et comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut des fonds et il faut également s'assurer que les investissements que l'on fait, ils ont un rendement sur le long terme. Le problème de la finance conventionnelle, et on l'a vu à travers ce qui s'est passé ces 10-20 dernières années dans la finance mondiale, on a eu la crise des subprimes, qui a complètement été un crash boursier, qui s'est traduit par la suite par une crise économique mondiale qui a touché toutes les économies. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un certain nombre de dérives. C'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, les économistes qui sont spécialistes de la finance islamique préfèrent pas qu'on dise finance islamique, parce qu'il y a un côté un peu spécifique à l'islam. On estime qu'il s'agit d'une finance éthique et universaliste. C'est une finance qui a pour vocation d'intégrer des règles de justice, d'équité entre les parties. D'accord? Et si justement il y a ces règles de justice et d'équité entre les parties, ça va permettre l'équilibre du système financier mondial. Aujourd'hui, il y a un problème de déséquilibre entre les différentes parties parce que les prêts à intérêt sont plus à même de déstabiliser le système économique. Donc on l'a vu avec la crise des subprimes, on l'a vu avec la crise de la dette souveraine grecque en Europe, d'accord? On le voit également avec un certain nombre de foyers
qui ont des taux de surendettement extrêmement élevés. Vous allez dans certains pays européens, vous avez des dossiers de surendettement dans les tribunaux, parce que lorsqu'une personne fait un prêt à intérêt et que pour une raison lambda, elle ne peut plus rembourser parce qu'elle a perdu son emploi, parce qu'elle a eu un accident, aujourd'hui, vis-à-vis de son emprunteur, elle est toujours redevable. Et il n'y a pas ce côté éthique qui vient justement protéger l'emprunteur. Et justement, ça crée énormément de foyers. L'un des principes fondamentaux de la finance islamique, c'est le partage des risques et des profits. Lorsqu'on veut investir ensemble, et on va prendre l'exemple d'un pays, lorsqu'on veut investir ensemble, il ne s'agit pas de dire, vous avez besoin de 100 milliards pour votre économie, on vous les donne et vous nous remboursez avec 10% d'intérêt. Et si ça ne marche pas, vous nous remboursez quand même. C'est pas éthique. L'éthique derrière, c'est de dire, vous voulez 100 milliards, nous on va s'associer à vous et nous allons faire une finance participative. Ces 100 milliards-là, nous allons les injecter, nous allons travailler ensemble pour suivre le projet. Si le projet réussit, nous allons prendre une partie du pourcentage et on va partager justement les gains. Si le projet ne réussit pas, alors nous perdons tous les deux. Et c'est cette logique de partage de risques et de profits qui aujourd'hui n'existe pas foncièrement dans la finance conventionnelle. Il y a toujours cette logique de dire celui qui a le capital et celui qui contrôle, alors que ce n'est pas l'éthique musulmane. Donc il faut travailler davantage à faire comprendre cette finance islamique au Sénégal. L'impression qu'on a, c'est qu'elles ne comprennent pas à quoi ça retourne. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il faut juste regarder les chiffres. Quoi qu'on dise, nous sommes dans un continent africain avec quand même 55 à 60%, certains même disent 65%, de citoyens africains de confession musulmane. Donc la finance islamique, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. On doit être dans une logique d'inclusion financière. Que ces 60% d'Africains qui sont musulmans pratiquants, ils retrouvent dans le système bancaire un certain nombre de produits et services qui sont en phase avec leurs valeurs. Mais qu'on ne leur impose pas un système bancaire qui est basé sur une finance qui est à l'encontre de leurs valeurs. D'accord ? Vous imaginez des pays comme l'Angleterre, qui sont des pays avec une minorité musulmane. Ils ont fait en sorte que la finance islamique s'est développée au point que vous avez 6 banques islamiques en Angleterre qui proposent des produits et services à tous les Anglais, que ce soit de confession musulmane, catholique, bouddhiste, mais qui suivent les principes éthiques de la finance islamique. Donc si un pays comme l'Angleterre a pu le faire, avec toujours cette idée de dire, dans une société, il faut que chacun ait sa place et que chacun respecte la différence et les valeurs de l'autre. Et donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'on attend aujourd'hui des gouvernants, de pouvoir mettre en place un environnement des affaires, un environnement économique qui permette l'émergence de produits et services en finance islamique pour que tous les citoyens sénégalais et même africains puissent y trouver leur compte. Donc il faudrait donc travailler davantage dans notre pays à faire comprendre l'intérêt que les Sénégalais ont ou bien les Africains ont dans la finance islamique. On a l'impression que quand on parle de finance islamique, les gens, il y a une connotation religieuse qu'ils mettent dans la finance islamique. Effectivement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des pays comme le Maroc préfèrent utiliser le terme finance participative pour montrer que c'est une finance inclusive et qui n'est pas exclusive aux musulmans. Nous sommes dans un modèle de financement qui est basé juste sur l'éthique et qui est universaliste, qui n'a pas forcément de discrimination par rapport aux personnes avec qui on fait des affaires. C'est une finance éthique, participative, avec des principes clés qui sont que lorsque l'on fait des transactions, on doit partager les risques et les profits. On doit partager ensemble le projet. Et qu'il n'y a pas une partie qui, soi-disant parce qu'elle ramène du capital, doit dans tous les cas récupérer son capital. Ce n'est pas comme ça que la vie elle marche. Dans la vie, on prend des risques, on fait des projets, parfois ça marche, parfois ça marche pas, et il faut que chacune des parties puisse l'assumer. Et ça, c'est valable également pour le financement des entrepreneurs qui aujourd'hui ont besoin énormément de fonds pour lancer leurs projets. Donc il doit y avoir quand même des mécanismes qui permettent à tout entrepreneur, de confession musulmane ou pas, mais de pouvoir
avoir des outils pour financer ces projets et faire avancer l'économie. Et ça a été prouvé aujourd'hui que cette finance-là, aujourd'hui, elle a le mérite de pouvoir permettre une avancée économique que l'on ne voit pas dans la finance conventionnelle. Vous avez travaillé justement sur ce livre-là dans la finance islamique en Europe. Vous avez travaillé, le livre a été traduit en 5 langues. Oui. Pourquoi ce livre a eu autant de succès en Europe? Il a été même primé. Alors, il a eu autant de succès parce que c'est un livre que j'ai voulu assez simple d'accès, qui ne nécessite pas forcément d'avoir fait des études poussées en finance. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de présenter les concepts de base. Qu'est-ce que, en réalité, les sources sur lesquelles on se base pour décrire la finance islamique, parce qu'en réalité, c'est pas une finance ex nihilo, c'est une finance qui se base sur des sources, donc des sources qui ont été étudiées par les érudits et qui ont derrière expliqué un peu comment, pour avoir une société juste, une société éthique, comment la finance doit être faite. D'accord ? Ensuite, on décrit de façon très simpliste quels sont les types de financement qu'il peut y avoir lorsqu'on justement parle de financement d'une maison. Lorsque un citoyen sénégalais veut acheter sa maison, il ne s'agit pas systématiquement d'aller à la banque et qu'on lui fasse un prêt intérêt. Il y a un produit financier qu'on appelle Al-Murabaha, qui est un partenariat entre la banque et l'emprunteur, où la banque va s'engager à acheter la maison, donc avoir la propriété de la maison, et derrière la revendre à l'emprunteur avec une marge. Et ça, c'est éthique. Et ça, c'est une opération d'achat-vente. La même chose s'applique pour des entrepreneurs. Donc, dans le cas de la Mosharaka, un entrepreneur a un grand projet d'agriculture, de pouvoir justement acheter des terres et pouvoir cultiver des terres sur le long terme. Il va y avoir un système d'association entre la banque et l'entrepreneur pour qu'ils puissent partager les profits si justement il y a du rendement. Donc il y a un certain nombre vraiment de concepts qui sont des concepts très éthiques et qui sont là pour financer l'économie. Ce livre a eu un succès mondial en Europe. Est-ce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de langue nationale? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit traduit en langue nationale, que le Sénégalais puisse avoir accès au livre? Parce qu'il parle Wolof, il parle Serer, il parle Diola, il parle Pulaar. Alors, c'est une très belle tradition parce que vous savez, aujourd'hui, tout ce que vous avez comme texte en français, en anglais, peut être traduit très facilement dans les langues locales. Beaucoup de gens l'ignorent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, et en particulier dans les médias, de pouvoir justement transcrire assez rapidement toutes ces belles émissions que vous faites, tous ces échanges que vous faites avec des invités, de façon à pouvoir les transcrire en quasi instantanéité dans des langues comme le Pulaar, comme le Serer, et avec une qualité impressionnante. Parce que l'intelligence artificielle, elle se base sur l'apprentissage de la machine. Donc la machine, elle a appris à comprendre le Wolof, elle a appris à comprendre le Pulaar. Elle connaît les tons, elle connaît les mots, elle connaît l'étymologie des mots. Donc elle peut vous restituer de façon très fidèle ce qui a été dit, et encore même parfois mieux, résumer l'intégralité. Cet entretien qu'on est en train d'avoir de 30 minutes, dites-vous bien qu'avec une intelligence artificielle, on peut le résumer, tout ce qui a été dit, de façon extrêmement rapide et le mettre à disposition des populations et permettre donc une inclusion de la société où chaque personne peut rapidement avoir accès aux médias et à des débats qui sont historiquement inaccessibles à la plupart des Sénégalais. Merci infiniment Djibril Ndoye. Je rappelle que vous êtes un expert consultant en transformation digitale avec plusieurs années d'expérience en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Vous êtes titulaire aussi d'un diplôme de l'Université de Nancy 2, aussi spécialiste en finance islamique. Aujourd'hui au Sénégal, vous êtes ici dans la formation de l'intelligence artificielle, un outil extraordinaire qui, s'il est utilisé à bon escient, peut aider l'Afrique et le Sénégal à s'en sortir, surtout sur le plan économique, et les deux pays à avoir des avancées. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.